Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je présente mon compte rendu du colloque international et des ateliers de formation sur l'évaluation environnementale et la transition énergétique minérale. Donc, comme mise en contexte, j'ai participé dernièrement à un atelier de formation et à un colloque international. Donc, si je commence par l'atelier de formation, ça s'est déroulé du 30 novembre au 2 décembre dernier. L'atelier était composé d'environ 30 participants provenant de plusieurs pays de la francophonie. On était en salle et le formateur était un professeur de l'UQAM, donc de l'Université du Québec à Montréal, Monsieur Amadou Idrissa Bokoye. Le thème de la téléformation était le changement climatique et les territoires urbains et périurbains, donc le rôle de l'évaluation environnementale pour l'atteinte des milieux plus résilients. Au niveau du colloque en tant que tel, lui, il s'est déroulé du 3 au 4 décembre 2025. Il était composé de 12 conférenciers et le thème était la transition énergétique et les ressources minérales, les opportunités et les défis reliés à ça. Donc, la localisation du colloque et des ateliers de formation était à l'université Shenghar, située à New Borg Al Arab, en Égypte, donc à environ 1 heure et quart d'Alexandrie. L'organisateur était le Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale, la CIFE, via les offices jeunesse internationaux du Québec. Au niveau des notions environnementales, donc en général, il y a beaucoup de concepts qui étaient très similaires à ce qu'on voit en classe. Parce que c'est ça, le professeur était un professeur de l'UQAM, donc il a présenté les notions du Québec. Donc il a sorti la directive pour l'évaluation environnementale qui a été rédigée par le gouvernement du Québec, puis il en a fait la rédaction en classe un petit peu. Donc, au final, les concepts sont très similaires. Par contre, il y a quelques aspects que j'ai trouvé intéressants d'aborder. Donc, il y a beaucoup parlé de polycrise. Donc, il parlait, dans le fond, de... C'est un peu complexe le mot, mais c'est pour dire que tout arrive en même temps. Donc, il parlait d'urgence climatique, la perte de biodiversité, les tensions géopolitiques. Donc, tout ça, ça venait en même temps pour l'accès aux ressources. Euh, il- Monsieur Bocoyer, il remettait beaucoup en comment dire, il mettait l'emphase sur le fait que l'évaluation environnementale ne peut plus juste être euh, une case qu'on coche puis qu'on obtient un permis. En fait, c'est plus juste une formalité administrative. C'est vraiment un véritable outil d'arbitrage pour répondre à des questions qui sont assez difficiles. Euh, Puis, il faut aussi, selon lui, faut faire un renversement de notre logique habituelle. Donc, de façon normale, pas historique, quand on fait une étude d'impact, on regarde ce que le projet va faire à l'environnement. Mais il faut aussi maintenant, de nos jours, penser à le contraire. Donc, comment notre projet va, ce que le climat va faire au projet. Donc, c'est les deux aspects qu'il faut considérer dans les évaluations environnementales et les études d'impact. Euh, donc, c'est simple, mais on peut plus construire les infrastructures pour le climat d'hier. On doit considérer les infrastructures pour le climat incertain de demain. Donc les projets, c'est ça, les projets doivent tenir compte, euh, doivent limiter le- l'impact sur le climat, mais il doit aussi faire face au changement climatique. Donc c'est deux aspects qui étaient vraiment intéressants, qu'il a beaucoup abordé durant ces ateliers de formation. Il donnait l'exemple de la route en bitume. Il disait que dans certains pays africains, les vagues de chaleur peuvent être d'au-dessus de 45 degrés pendant plusieurs jours. Donc, il faut voir si, exemple, le bitume pour les routes, il va résister ou il va se déformer avec la chaleur. Donc, c'était un des aspects qui était discuté. Euh, Sinon, on a aussi parlé aussi des infrastructures durables. Donc, il parlait qu'il y a beaucoup de pays africains, surtout l'Égypte, qui utilisent le béton comme matériau essentiel pour la construction, par exemple, des résidences ou des bâtiments. Mais il parlait de plus revenir à la base, prendre des matériaux qui sont plus simples, par exemple, de la terre cuite, puis qui ont un meilleur coefficient au niveau énergétique de refroidissement. Donc, c'est des matériaux qui sont plus simples, plus faciles à mettre en place, peut-être un petit peu moins solides, mais que au final, le béton, lui, il garde la chaleur puis il est polluant lors de la fabrication, tandis que la terre cuite, ça semble un matériau qui est beaucoup plus fragile, mais au niveau du climat, en Égypte puis en Afrique en général, ça peut être une option qui est très envisageable. Donc, ça, on sait dire. Sinon, c'est pas mal.
les principaux points que j'ai retenus pour l'atelier de formation. Pour ce qui est du colloque international, il y a eu plusieurs aspects vraiment intéressants d'aborder. Par contre, le thème a été plus ou moins respecté. Je dirais que sur la douzaine de conférenciers présents, euh, seulement environ 3 ou 4 ont abordé vraiment l'évaluation environnementale dans l'extraction de minéraux. Donc, le reste, c'était des notions plus générales et de base. Donc, c'était tout de même très intéressant. Donc, il parlait, son, j'en le connaissais quand même, mais il y a des conférenciers qui parlaient beaucoup du paradoxe vert. Donc, en fait, pour sauver le climat, souvent on a besoin, par exemple, d'électrifier les transports, donc avoir des voitures électriques, faire aussi la transition vers les énergies renouvelables comme les éoliennes, mais pour fabriquer tout ça, il faut extraire des minéraux critiques comme le lithium, le cobalt, le cuivre. Donc, l'évaluateur environnemental se retrouve coincé entre un bénéfice climatique mondial puis un impact local souvent lourd. Donc, souvent, on prend en compte vraiment le local. Est-ce que c'est vraiment polluant à l'échelle locale sans tenir en compte vraiment les, euh, les impacts vraiment à l'échelle globale? Euh, donc ça, c'était vraiment intéressant. Justement, il y a quelqu'un qui a parlé, une conférencière de France, qui parlait d'un cas du lithium en Alsace. Donc, eux, ils étaient capables de faire l'extraction de lithium par les géothermies. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de chauffer les maisons, de produire de l'énergie, mais aussi d'extraire un minéraux qui est critique. Donc, c'est plus propre, mais par exemple, ça crée des risques de sismique induits. Donc, c'est à surveiller de très près. Puis on a aussi utilisé le contraire complètement des mines à ciel ouvert classiques en Afrique de l'Ouest. Donc voir les impacts sur la forêt et les populations, puis comment réhabiliter les mines suite à l'extraction. Donc ce que j'en retire, c'est qu'il y avait vraiment une importance mise sur l'analyse du cycle de vie. Donc il faut vraiment calculer si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que le carbone qu'on dépense pour extraire le minerai est compensé par le carbone qu'on va sauver à la technologie produite? Donc c'est ça, ne pas juste penser vraiment local. C'est bien beau dire ah euh, on va pas aller de l'avant avec un projet parce que ça produit trop de CO2, exemple à l'échelle du Québec. Mais si le projet permet à l'échelle globale, mondiale, de réduire le CO2 de façon plus importante, ben c'est ça, faut y aller et non juste se fier sur notre bilan régional ou notre bilan micro ou méso. Donc c'est ça, exactement. Sinon, au niveau, on a aussi des sujets sur l'acceptabilité sociale en Afrique qui étaient souvent euh, négligés. Il y avait les populations locales étaient souvent non consultées lors des projets environnementaux. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'équivalent, exemple au BAP. Donc, c'était vraiment intéressant de voir leur point de vue là-dessus, puis sur l'importance d'inclure des mécanismes de confirmation ou de recensement du niveau d'acceptabilité sociale dans les pays africains. Puis il y a un conférencier qui était vraiment intéressant qui parlait d'un projet de numérisation puis d'évaluation environnementale avec l'IA. Lui, il venait de Guinée. Puis c'était intéressant parce qu'il voulait faire une plateforme entièrement, euh, une plateforme qui combinait tout ensemble. Donc, une base de données, le, le, tout ce qui est l'évaluation environnementale, euh, également les résultats qui ont été obtenus suite aux évaluations environnementales. Donc, c'est vraiment tout combiné ensemble. Puis aussi, les mécanismes de validation de l'acceptabilité sociale aussi, les numériser, donc avec des sondages et tout. Ça, c'était vraiment intéressant, mais il y a aussi des biais associés à ça, là. Donc, l'accès, par exemple, aux technologies pour pouvoir faire ça. Si on se fie à l'acceptabilité sociale par des sondages numériques, est-ce que il y a des biais associés à ça? Est-ce que tout le monde a accès, je sais pas, à Internet pour pouvoir répondre à ce sondage-là? Donc, c'était des questions qui étaient très intéressantes. Donc, ça, c'est au niveau des notions environnementales. Sinon, au niveau de la transposition des concepts au Québec, il y avait plusieurs points là-dessus.
en général, au niveau théorique, là, il y a beaucoup de concepts qui étaient transposables, qui étaient littéralement issus de la littérature québécoise. Donc, qu'est-ce qui est niveau légal, le cadrage, euh, le, tout ça, c'était directement du copier-coller sur les directives d'études d'impact du gouvernement du Québec. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de choses que j'ai appris. Donc, le contexte théorique et des ateliers de formation, c'était directement calcable là, au Québec. Euh, Sinon, il y avait quelques petites nuances quand même à apporter. Il parlait beaucoup de ville-éponge dans un contexte africain. Euh, la ville éponge, c'est vraiment intéressant, mais transposé ici, c'est pas exactement la même chose qu'exemple en Afrique. Donc, une ville comme Montréal ou Québec, ça ne doit pas juste euh, absorber une forte pluie en été ou durant la saison des pluies, comme c'est le cas par exemple au Niger. Elle doit gérer des volumes d'eau massifs mélangés à de la glace et du sel en mars ou avril. Donc, l'applicabilité du concept demande donc une adaptation technique majeure aux conditions vraiment nord-américaines québécoises, qui utilisent des végétaux résistants au sel et des sols qui pourraient rester perméables même proche du point de congélation. Sinon, il y a aussi le point sur la géothermie, là, qu'on parlait du lithium. Ben, c'est intéressant, mais est-ce qu'au Québec, c'est vraiment une possibilité? En Alsace, il y a des points chauds qui permettent vraiment que l'utilisation de la géothermie soit rentable. Est-ce qu'au Québec, avec notre hydroélectricité et l'absence de points chauds dans les secteurs qu'il y a des mines au lithium, c'est vraiment... euh, dans le fond, il faudrait creuser vraiment profond pour pouvoir mettre en place des concepts similaires. Donc, à ce moment-là, ce serait peut-être pas vraiment intéressant de faire ça. Sinon, ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, le point de vue sur le paradoxe vert que je parlais de l'analyse du cycle de vie. C'est ça, nous, je pense qu'au Québec, il faut arrêter de penser juste, euh, exemple, si on parle encore la filière de la batterie, faut pas juste penser que, je sais pas, pour le lithium, on va utiliser des camions qui vont faire du CO2, puis on va utiliser notre hydroélectricité pour la transformer par la suite, qui est une énergie propre. Mais il faut penser plus loin que ça, donc il faut inclure, exemple, la perturbation des escarres, et la gestion des parcs à résidus miniers sur le long terme. Donc, il faut penser au coût écologique local, euh, mais pas trop non plus. Donc, il faut pas. Dans le fond, des fois, on pense beaucoup en niveau d'argent, mais il faut voir au niveau global si c'est intéressant. Donc, si je me fie à ce qu'on a appris lors du colloque, on devrait pas les faire si le coût écologique local dépasse le gain carbone global. Donc, ce qui n'est pas encore fait systématiquement, puis s'il y a de l'argent, souvent on passe par-dessus ça. Euh, Également, l'aspect numérique et l'intelligence artificielle, ça offre une piste intéressante pour le Québec, parce que ça permet souvent au Québec, les promoteurs divisent un grand projet en petits morceaux pour éviter une évaluation environnementale lourde, comme comment dire, être obligé de passer par le BAP. Mais si on avait une plateforme centralisée et intelligente comme celle mentionnée par le conférencier de Guinée, on pourrait voir la carte globale des impacts, comme exemple sur un logiciel comme ArcGIS, donc des couches, puis pouvoir calculer l'impact cumulatif de tous ces petits projets sur un même bassin, par exemple un bassin versant. Donc l'IA pourrait alors nous alerter, attention, exemple, ce projet de route s'ajoute à trois autres projets forestiers en même zone, ce qui changerait complètement la décision. Donc ça serait vraiment intéressant. Sinon, le retour sur l'expérience, ben, le moment fort, c'est vraiment l'atelier de simulation de mesures d'atténuation en équipe. Donc, lors de l'atelier de formation, on a eu un jour et demi pour discuter en groupe d'un exemple de mesures d'atténuation qu'on pourrait mettre en place. Nous, c'était l'électrification des bus et des tuk-tuk au Niger. Donc, c'était vraiment intéressant, pas tant pour l'évolution environnementale, mais plus pour l'échange et comprendre les réalités de différentes personnes qui provenaient majoritairement d'Afrique, voir les différences avec notre société nord-américaine et les enjeux qui diffèrent également. Au niveau rencontre, là, l'expérience était vraiment intéressante parce que ça a été une grande occasion de réseautage. Donc, j'ai eu beaucoup de liens avec des personnes sur LinkedIn. Puis, c'est des ressources qui sont importantes pour des futurs projets. Puis, la suite de mes études. Surtout, je voudrais faire dans ma maîtrise comment dire,
un essai en lien avec l'évaluation environnementale, puis je réalise que ça pourrait être une option justement d'intervenir quelque part en Afrique. Donc ces personnes-là sont des ressources importantes. Puis pourquoi l'Afrique, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux socio-économiques et environnementaux majeurs. Puis c'est complètement différent de notre réalité au Québec. Donc ce serait vraiment une opportunité très enrichissante d'étudier et même travailler là-bas dans le futur. En général, j'ai très apprécié l'expérience. C'était vraiment une expérience qui permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup de réalités qui diffèrent, puis de voir que l'évaluation environnementale, pour certains pays, on n'est pas au même niveau, mais certains pays ont des enjeux euh, plus prioritaires que l'environnement quand même. Donc, c'était, c'était vraiment une occasion d'échanger puis de parfaire mes connaissances. Au niveau des points d'amélioration, il y a quelques petits points que je trouve qu'ils pourraient améliorer. Tout d'abord, comme j'ai mentionné, il était beaucoup question du Québec, puis c'est un peu dommage de faire, euh, je dirais, autour de 10 000 km d'avion pour au final le trois quarts, c'est des affaires qu'on voit en classe, le cadrage, le cadre légal, tout ça. Euh, donc, à quel point euh, que j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, mais je pense que ça aurait pu être encore plus enrichissant si il y avait un focus plus grand sur vraiment toutes les différentes nationalités qui étaient présentes au colloque et à la de formation. Euh, Sinon, aussi, la ponctualité était difficile, là, la gestion. Il y avait beaucoup de temps mort, puis on a pris du retard dans la programmation à plusieurs reprises, puis on a manqué certaines conférences et certains aspects de l'atelier de formation également. Donc, c'est ça qui fait le tour de ma mise en contexte pour ce qui est du colloque là, à Alexandrie.